Équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'abord les news du club, tout ce qui s'est passé cette semaine, et nous allons dans un deuxième temps parler de l'interview d'Amorim. Et pour finir, nous allons faire le preview du match face à Ipswich. C'est un duel entre le 18e qui est Ipswich et le 15e qui est Manchester United. Un duel pour récupérer des points. Donc le point c'est important pour les deux équipes. Et du coup n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce l'équipe, bon visionnage à vous. Les fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match ultra important avec de l'enjeu. Parce que pour les deux équipes, les 3 points, c'est important. Il faut récupérer des points. Comme je l'ai dit, c'est le duel entre le 18e et le 15e. Donc, voilà, ces deux équipes qui vont mal cette saison. Mais attention, on connaît la faiblesse de Manchester United à domicile. On est fébrile à domicile. Et Ipswich, c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. C'est une équipe ultra offensive. C'est une équipe qui attaque bien. C'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes à n'importe qui. Donc, voilà. Il faut surtout pas les sous-estimer. Donc, avant de commencer notre vidéo, j'ai sélectionné 2 commentaires, comme vous le savez déjà. Nous allons en discuter et je vais donner mes avis là-dessus. Donc, premier commentaire du jour, ça vient de Jacques Sévrade. Excuse-moi si je prononce mal. Donc, où il nous dit « Oubliez cette saison et pensons à l'année prochaine. Amorim mourra avec son système et de grâce que personne ne dit que ce système n'est pas gagnant. » Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Amorim nous l'a prouvé plusieurs fois. C'est que il nous l'a dit en conférence de presse. J'ai mes idées et je m'y tiens. Et c'est pas le seul coach qui est comme ça en première ligue. Il y a Guardiola, il y avait Klopp et il y a Arteta. On connaît tous le début de Arteta avec Arsenal, ça allait pas. Mais il a insisté pendant 2-3 saisons où Arsenal était vraiment dans le dur, puis on connaît la suite. Donc il faut surtout pas dire que c'est le système le problème. Pourquoi? Parce que, je suis désolé les gars, quand je vois le match, c'est l'engagement des joueurs le problème. C'est que je vois pas des joueurs engagés. Ils font pas l'effort. Je suis désolé, hein, mais si je vois déjà des joueurs engagés à 100% dans un match de foot et qu'au final ils n'arrivent pas à gagner, les mauvais résultats sont là, malgré le fait qu'ils sont engagés, ils mouillent le maillot, là je commencerai à me dire oui c'est peut-être le problème du formation. Mais là c'est pas le cas. Là c'est les joueurs le problème. Combien de coachs est passé par là? Combien de coachs est passé par là? Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Georges Sabodji. Excuse-moi aussi si je prononce mal. Où il nous dit « Aujourd'hui, c'est Ruben que vous critiquez. Hier, c'était Tenarg et avant-hier, Olé. Nous avons des joueurs nuls. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que déjà, il faut lui laisser du temps à Ruben Amorim. Moi, je critique pas Ruben Amorim parce que je vois son fond de jeu, je vois ce qu'il veut mettre en place. Mais pour mettre en place tout cela, il faut les joueurs pour. De 1. Pour moi, le problème, c'est plutôt Ineos parce que ils ont recruté un coach qui joue avec un système de jeu bien défini malgré le fait qu'on n'a pas les joueurs. Donc, au lieu de critiquer Ruben Amorim, au lieu de lui dire il faut que tu t'adaptes à tes joueurs, c'est plutôt à Ineos, c'est plutôt Ineos le fautif. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Là où je critiquais les anciens coachs, justement, c'est qu'ils arrivent à Manchester United, ils mettent en place leurs idées, mais à la moindre difficulté, ils changent tout et ils s'adaptent. Et ça, j'aime pas.
Quand tu as une idée en tête, il faut le respecter, il faut y aller au bout, voire même l'améliorer. Mais pas s'adapter. Parce que c'est ces joueurs-là le problème. Le vrai problème de Manchester United, c'est ces joueurs-là. Donc voilà l'équipe. Sur ce, nous allons direct attaquer les différentes news du club. Parce qu'il s'est passé justement beaucoup de choses cette semaine. Donc, tac. On va le lire ensemble. La montagne de dettes des Glazers est le péché originel du club, du récent déclin de Manchester United. Et le fait que les fans soient invités à payer le prix par le biais des prix de billets plus élevés n'est pas seulement faux, mais contre-productif et futile. Les billets à Manchester, les billets pour aller regarder un match à Manchester United est à 66 livres. Rapporte moins de 2 millions de livres cette saison. Une goutte d'eau dans l'océan comparée au coût croissant de la dette de Glazers et aux plus de 200 millions de livres de dette de transfert qui doit être payé cette année. Je précise bien, cette année. La seule façon pour les propriétaires de sortir de cette situation est d'investir leur propre argent. C'est quand même grave. C'est que nous, les fans, on est invités à payer en fait, via déjà la hausse du billet pour le stade. Mais aussi, je suis tout à fait d'accord dans ce qu'il dit, c'est que c'est à cause de ces dettes-là, c'est ça le vrai péché. En fait, le vrai virus de Manchester United, c'est les propriétaires. Ces propriétaires-là, les Glazers, ils se servent de Manchester United. Comment vous dire ça? C'est que pour eux, Manchester United, c'est une poule qui pond de l'or. C'est-à-dire, ils ramassent tout. Mais ils n'investissent rien en retour. Là, il nous dit, la seule moyen de se sortir de là, c'est d'investir. Sauf que je vois mal les Glazers faire ça. Donc, d'ailleurs, c'est pas la seule solution pour se sortir de là. L'autre solution, c'est de vendre le club. Mais justement, Avram, il me semble, Glazers, il avait dit que non, il comptait pas vendre Manchester United. Donc, dans ce cas-là, il faut investir pour se sortir de ces dettes. C'est pas à nous, les fans, de le payer, ça. C'est pas normal. Donc, pour avoir déjà un club au sommet, c'est que il faut déjà un dirigeant qui est clean, c'est-à-dire qui ne pense pas que à se remplir les poches. Puis il faut avoir comment dire, les mecs dans le bureau là, je sais plus le mot, des bons justement des bons bonhommes dans ces domaines-là. Il faut mettre les gens à des postes clés. Et ça, Ineos l'a plutôt bien fait avec l'arrivée de Jason Wilcox, avec l'arrivée de Omar Beralda, Christophe Vivel, etc. Il faut remettre ces gens-là à des bons postes pour qu'ils puissent bien gérer, c'est-à-dire la direction. Puis au final, il faut un bon staff. Là, c'est Ruben Amorim, etc. avec son staff et son équipe. Puis il faut que les joueurs suivent tout ça. Déjà, en fait, c'est ça la différence de Manchester United et les autres clubs. Et d'ailleurs, Raphaël Varane, dans son interview, il l'a souligné. À Manchester United, pendant le passage de Raphaël Varane, on ne savait pas qui prenait réellement les décisions. Et c'est là le problème. Pour que Manchester United retrouve le sommet, certes, il faut régler ces dettes-là, mais pas que. Il faut que nos dirigeants, les propriétaires, tout ce qui est staff, il soit bon. Il faut que tout soit structuré, organisé. C'est comme dans une entreprise, les gars. Donc, voilà. Là, on apprend aussi que le déjeuner à Carlton, pour tout le monde, à l'exception des joueurs de l'équipe première, a été réduit à de la soupe et des sandwichs. Et cela inclut les entraîneurs et les analystes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce club? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En fait, moi, je ne comprends pas Ineos. Je suis désolé. C'est pas en réduisant ça que vous allez vraiment faire de l'économie. Vous imaginez ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on arrive à un point que même
on essaie d'économiser par rapport à la nourriture. Vous voulez de l'argent, vendez ces nullards. Il y a plein de joueurs qui méritent de partir dans cet effectif. Et c'est à partir de là qu'on va économiser. On va acheter des bons joueurs qui coûtent pas cher, des bons jeunes qui coûtent pas cher, qui pourraient améliorer, qui pourraient apporter quelque chose dans l'effectif, et surtout des bons jeunes qui vont évoluer à fort potentiel. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent même pas et on paye quand même leur salaire. Je pense là de Luke Shaw, Mason Mount, Lindelof, Evans, il me semble, il est encore là. On parle quand même de ces joueurs-là. Autant les vendre, récupérer les sous, on économise via le salaire au lieu de prendre des décisions, réduire la nourriture, réduire le personnel, etc. Vous vous imaginez quand même à quel point on est tombé bas. C'est bien beau de faire ça, mais on voit pas les résultats. C'est ça qui m'inquiète en fait. Donc, là, on nous apprend qu'à la fin de la saison dernière, le nombre moyen d'employés mensuels de United s'est levé à 1140, soit l'effectif le plus important de tous les clubs de Première Ligue. Une réduction de 450 postes ramènerait le club au niveau d'il y a plus de 10 ans à la fin de la saison 2011-2012. Jim Ratcliffe ne pense pas que les effectifs de United devraient être beaucoup plus élevés que ceux de ses rivaux. Donc voilà. Encore une fois, ça revient au truc que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que c'est bien beau de prendre toutes ces mesures. Évidemment, c'est pas normal que notre nombre d'employés est plus élevé que n'importe quel rivaux de Première Ligue. C'est pas normal, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on parle quand même de 450 postes qui a été licencié et que vous imaginez, 450 personnes vont perdre leur emploi. Ça, c'est dû aux mauvaises gestions du club, encore une fois. Donc, voilà. J'espère vraiment qu'on va corriger petit à petit, enlever petit à petit cette virus. Pour moi, c'est une virus qui se passe à Manchester United. Dans ce cas-là, il faut tout changer. C'est pas que tu ramènes un nouveau staff, une nouvelle board, que ça va changer quelque chose. Il y a aussi les joueurs qui sont dans le lot. C'est surtout ces joueurs-là. La direction aussi, enfin les dirigeants. Je parle là des Glazers. C'est pour ça que moi j'étais pour l'arrivée du Qatar, je sais plus son nom tchèque. Parce que là au moins si on a réussi à vendre Manchester United à Tchèque Jassim, c'est que on avait une nouvelle propriétaire. Et là peut-être que tout allait changer. Mais Ineos, je vois pas les résultats jusqu'à maintenant. Je comprends même pas où il veut en venir. C'est des rats. Vous voulez des sous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs qu'il faut se débarrasser, qui pourraient nous rapporter des sous et on pourrait économiser via leur salaire. Non mais sérieusement les gars. Manchester United estime économiser 1 million de livres par an en mettant fin au déjeuner gratuit pour le personnel. Comme je vous l'ai dit les gars, on est tombé bien bas. Franchement, économiser par rapport à cela. Non mais, je préfère en rire, hein, clairement. Donc, Sir Jim Ratcliffe va fermer la cantine du personnel à Old Trafford et remplacer les déjeuners actuels offerts par des fruits. Une mesure similaire sera mise en place à Carlton où le personnel se verra offrir de la soupe et du pain. Les employés occasionnels qui travaillent le jour du match continueront à recevoir un panier repas. Le club n'a pas souhaité faire de commentaires. Bien évidemment. Parce que pour justifier ça, quand même, il faut être fort.
Donc les gars, encore une fois, dans ces séries de news, Anthony s'y plaît bien en Espagne. C'est clairement, c'est un renouveau pour lui. Il lance une nouvelle dynamisme et nous, ça nous plaît beaucoup. Parce que si Anthony fait un très très bon prêt, c'est qui va être content? C'est nous, Manchester United, parce que la valeur marchande du joueur va augmenter. Il va avoir beaucoup plus de prétendants et ça sera facile pour nous de le vendre. C'est surtout ça. Donc, encore une fois, Anthony a été impliqué sur au moins un but lors de chacun de ses 3 derniers matchs pour le Real Betis en Liga. 2 buts, 2 passes décisives. Seul Sensé 6 a été impliqué sur plus de buts que lui dans la compétition en février 2025. Très très bon statistique. J'espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée-là. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est nous qui va être content à la fin. Donc là, on apprend que Victor Osimhen veut rejoindre Manchester United. Et on sait très très bien le manque. Il nous manque un numéro 9, un vrai buteur de classe mondiale à Manchester United. Un vrai renard de surface, un mec qui va beaucoup presser, un mec qui va s'engager à 100%, qui va remporter ses duels physiques, les duels aériens. Donc, Victor Osimhen, je le répète souvent, c'est que c'est un bon joueur, très très bon joueur. Et si on arrive à l'avoir, je serai content. À quel point je suis fan du joueur, je serai le premier content. Mais ça suffit pas de ramener un 9. Il faut aussi des gars qui puissent le servir. Et c'est là le problème aussi. Donc, on nous apprend que des sources proches de l'affaire assurent que tous les rumeurs selon lesquelles des recruteurs de Manchester United se déplacent pour suivre les progrès de Victor Osimhen à Galatasaray sont loin d'être fondés, car ils n'ont même pas besoin de vérifier ce genre de joueur. Ils l'aiment, mais le package financier sera crucial. Et c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Donc, dans un de mes vidéos, justement, j'avais précisé qu'il va y avoir les scouts qui vont se déplacer pour le scruter jusqu'à la fin de la saison. Mais finalement, là, on nous apprend que non, en fait, ça sert à rien de l'observer parce qu'il est tellement fort et qu'il plaît à tout le monde. Et on connaît aussi qu'il plaît beaucoup à Ruben Amorim. Moi, je vous dis, les gars, c'est quasi sûr que ça sera lui, notre numéro 9, l'année prochaine. Parce que, justement, j'ai eu aussi la confirmation. Là, on nous apprend que Victor Osimhen à Manchester United s'est fait à 95%. Les Red Devils accepteraient de payer sa clause de libération de 75 millions d'euros. Dans tous les cas, il nous faut un 9. Et les 9 qui sont sur notre liste, ils ont à peu près les mêmes prix. On parle là de Victor Gyökeres qui a à peu près à ce prix-là aussi. Mais on nous apprend que Victor Gyökeres veut un club qui joue la Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué de le faire venir. On parle là de Samu, l'attaquant de Porto, qui est dans les alentours de 75 millions, 100 millions aussi. Et on parle là de Liam Delap aussi, qui est dans les alentours de 70 millions aussi. Donc voilà, c'est clairement intéressant. Il y a aussi Brian Bemo qui transfère entre clubs de première ligue. Il faut compter vers les 70 millions aussi. Donc voilà, dans tous les cas, il faut débourser cette somme-là pour avoir un vrai numéro 9. Donc, Manchester United est attentif à Victor Osimhen et Victor Gyökeres. United est informé de la situation avec des mises à jour hebdomadaires. Le budget va être crucial cet été. Bah oui, c'est toujours le budget. Mais si tout se passe bien, ça sera plus un problème. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que on a mis des joueurs en prêt avec des options d'achat. On parle là de Rashford, on parle là de Sancho, qui est quasiment fait. On parle là de Malacia. Donc voilà, il y aura aussi évidemment des ventes. On parle là potentiellement d'une vente de Anthony, de Lindelof, de Casemiro, des départs gratuitement aussi, il va y en avoir cet été. Donc en fait, on pourrait libérer tellement de salaire pendant cet été et que
on pourrait nous le payer, Victor Osimhen, plus Kwenda, plus en 8. Je pense que ça va pas être cet été, je pense qu'on va pas avoir ces problèmes de budget. Pourquoi je dis cela? C'est parce que Ineos nous l'a promis. C'est que s'ils n'ont pas fait beaucoup de choses, beaucoup d'arrivées pendant pendant le mercato hivernal, c'était dans le but de se préparer pour le mercato estival. Donc, on a quelque part déjà l'aveu, la confirmation de Ineos pour ce qui va se passer l'été 2025. Donc, je serai attentif à ce sujet-là. Nous serons attentifs. Les entraîneurs de Manchester United perdent patience avec l'attaquant Rasmus Højlund en raison de sa longue sécheresse de buts. Højlund n'a pas marqué lors de ses 16 derniers matchs et un membre du staff de United s'est montré particulièrement sanglant à l'égard de sa performance contre Tottenham il y a 8 jours. Enfin, c'était quand ils ont publié l'annonce. Donc voilà, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il nous faut un numéro 9. Mais en même temps, nos numéros 9, ils ne sont même pas servis. Donc, est-ce qu'on peut vraiment remettre la faute sur Rasmus Højlund pour le manque de buts? Je ne crois pas, parce qu'il est peu utilisé dans la surface de réparation. Là où j'en veux beaucoup à Højlund, c'est son jeu avec la balle. C'est qu'il perd beaucoup la balle, que ce soit dans les duels, il le perd beaucoup, il tombe beaucoup. C'est là que je reproche à Rasmus Højlund. Mais je sais que dans la surface, il a une occasion. Il est tellement chirurgical qu'il y a de grandes chances qu'il le met. C'est juste qu'il n'est pas servi. Et j'insiste là-dessus. News encore une fois. Paul Pogba a eu des discussions avec Ruben Amorim. Manchester United serait prêt à lui offrir un contrat d'un an renouvelable. United souhaite négocier un salaire bas avec de nombreux bonus. Les gars, moi, l'affaire Paul Pogba, là, je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que ça va se faire. Parce qu'il y a beaucoup de news qui circulent, qui relient Paul Pogba en Angleterre. Plus ça s'ajoute à cela, les stories de Paul Pogba, qu'il y a un mois, je pense, il l'a fait, les stories qu'il avait fait, les interviews qu'il a fait où il avait dit qu'il avait des contacts en Angleterre, etc. Je pense sérieusement que l'arrivée de Paul Pogba, il y a de grandes chances que ça se fasse. Donc voilà. Pour, contre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, on nous apprend aussi que ça y est, Christophe Vivell a été... que Manchester United a nommé Christelle Vivell à temps plein au poste de directeur du recrutement, après une période d'intérim. Christophe Vivell a signé un contrat de plusieurs années à un salaire réduit. C'est une bonne nouvelle, encore une fois. Là, encore une fois, on met un bon gars qui est bon dans ce qu'il fait, dans son domaine, au bon poste qu'il lui faut. Donc, je suis très très content. Encore une fois, hein, c'est que ça c'est un truc que je souligne sous l'ère Ineos, c'est que ils achètent les bons profils et le mettent aux bons endroits. Ça change de ce qu'on a vu quand c'était les Glazers qui géraient l'aspect sportif du club. Ça change complètement. Donc, sur ce côté-là, je critique pas Ineos. Au contraire, j'adore ce qu'ils font dans ce domaine-là. C'est là où je suis un peu débutatif, ou bien où j'hésite, ou bien je suis contre leur manière d'économiser, les décisions qu'ils prennent pour arriver à leur but. C'est ça qui me dérange. Parce que il y a une solution, par exemple, de licencier ou de vendre des joueurs qui ne nous servent à rien, qui sont tout le temps blessés. Mais au lieu de cela, ils vont réduire la nourriture, etc. C'est ça qui me gêne, c'est la manière. Voilà. On continue. Lors de la réunion de lundi, il a été mentionné que les coûts et les économies liées aux mesures ont été calculées en supposant que Manchester United se qualifie pour l'Europa League au cours des 4 prochaines années. Donc voilà. C'est-à-dire que si
nous, on se qualifie en Europa League ou en Ligue des Champions via l'FA Cup ou l'Europa League qu'on est en train de jouer cette saison, les chiffres qui sont tombés, c'est complètement faux du coup. Mais si on ne se qualifie pas, c'est que dans les 4 prochaines années, ça sera ces chiffres-là qui sont les vrais chiffres. Ruben Amorim ne s'attend à aucun retour de blessure pour le match contre Ipswich. Voilà, l'infirmerie ne serait pas vidée. Ah là 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 là. Là, on nous apprend, l'Inter Milan est intéressé par le prêt de Mason Mount avec option d'achat cet été. Franchement, si ça se fait, voilà, j'espère qu'il va partir. Mount, c'est un bon joueur. C'est un joueur que j'adore dans ses déplacements, dans son placement, son intelligence de jeu. C'est un joueur intéressant. Ce qui me gêne beaucoup avec Mason Mount, c'est dans le même panier que Luke Shaw. C'est ses blessures à répétition. Donc si ça se fait, je dis masterclass. Et il faut d'ailleurs que ça se fait ça, avec le départ de Luke Shaw aussi. Donc pour finir, côté news, plusieurs clubs qui ont acheté des joueurs à United envisagent de faire une proposition au club pour supprimer les clauses incluses dans les transferts comme le pourcentage à la revente, ce qui leur permettrait de gagner plus d'argent à long terme et à United d'avoir une rentrée d'argent immédiate. Je ne sais pas pourquoi les gars, quand je vois ça, je me dis que ces blaireaux, ces nullards, ils vont accepter. S'ils le font, s'ils acceptent ça, parce que ça, clairement, c'est du foutrage de gueule. On se moque de nous. S'ils acceptent ça, franchement, ça sera le goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je serai en colère. Vous imaginez, on vend des jeunes. On parle là de Zidane Iqbal, Fernandez Caceres, Mebri. On met des clauses de rachat que je trouve d'ailleurs intéressant parce que si le joueur il perce, on pourrait le faire revenir. Comme en ce moment c'est Fernandez Caceres qui est en train de percer. On pourrait le faire revenir à faible prix pendant l'été, le mercato estival, à peu près à 17 millions de livres. Alors que le joueur, clairement, il ne vaut pas 17 millions de livres. Vous imaginez quand même. Moi, je me dis, c'est ultra intelligent d'avoir mis ces clauses de rachat. Et franchement, s'ils acceptent ça pour une entrée d'argent immédiate, franchement, c'est du foutrage de gueule. Voilà, je le dis. L'équipe, nous allons direct enchaîner sur l'interview de Ruben Amorim. Je sais, et même les joueurs savent que nous avons manqué d'intensité contre Everton. Nous nous sommes améliorés, pas beaucoup en deuxième mi-temps, mais de petits détails comme les seconds ballons, moins de ballons perdus, plus d'agressivité, plus d'énergie. Et ça, c'était en deuxième mi-temps. Mais encore une fois, je me répète, un match de football, ça se gagne sur les deux mi-temps. Donc voilà. Nos joueurs, ils ont bien joué en deuxième mi-temps. Plus de duels remportés, les seconds ballons, plus d'agressivité, plus d'énergie, plus d'appels de balles, plus de dédoublement. On a vu ça, ok. Plus de frappes aussi. Mais pourquoi ils n'étaient pas capables de reproduire ça en première mi-temps? Là, on nous parle parce qu'ils avaient beaucoup plus de liberté en deuxième. Sauf que vous êtes payés, les gars. Vous êtes payés. Vous nous faites honte, clairement. Amorim sur les suppressions de postes. Il faut s'attaquer à tous les problèmes du club, mais il est important de comprendre comment nous sommes arrivés là. Et cela a beaucoup à voir avec le manque de succès de l'équipe. Nous sommes le moteur. Je veux juste aider et améliorer l'équipe à améliorer les joueurs. Et je trouve que c'est une masterclass. C'est que il trouve le moyen de un peu balayer la question pour revenir à l'essentiel. C'est ce genre de question-là.
ça me gave que les journalistes posent des questions à la mauvaise personne. Si vous voulez demander pour le fait de l'avis sur les suppressions de postes, allez plutôt le demander à Omar Beralda. C'est pas à Amorim de vous répondre. Et franchement, la réponse de Ruben Amorim, elle m'a plu. Elle m'a plu. Cette année a été très difficile pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de changements. Si vous faites ces changements avec une équipe qui gagne et joue bien, c'est plus facile pour les fans et pour tout le monde. Mais actuellement, nous sommes dans une période difficile sur le terrain et en dehors. On essaie de faire de notre mieux pour aider l'équipe à mieux performer. C'est que j'ai l'impression que je vois ce qu'il fait, hein. C'est que je vois quelques séances d'entraînement sur les réseaux, sur même le site officiel du club. Et je vois qu'il discute beaucoup avec les joueurs. Par exemple, les déplacements, quand tu as la balle, quand tu fais des appels de balle, où tu dois te placer, comment le servir, comment il faut se parler. On voit tout cela. Mais le problème, c'est que ces nullards-là de joueurs, ils ne sont pas capables de reproduire ce que vous avez étudié à l'entraînement pendant un match. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est là. Le problème, encore une fois, c'est les joueurs, les gars. C'est pas Ruben Amorim, c'est pas le système, c'est les joueurs. Guardiola, Klopp, Arteta, quand ils sont arrivés dans leur club, ils ont dégagé tout le monde. Arteta, le départ de leurs meilleurs joueurs, Aubameyang, Lacazette, tous ces joueurs-là, il lui a dit dégagez. Et il a reconstruit derrière. C'est ça qu'il faut qu'on fasse à Manchester United. C'est difficile pour tout le monde. Les joueurs voient leurs amis et collègues perdre leur travail. Mais encore une fois, on doit se concentrer sur notre travail pour aider le club dans cette période. Comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, vous posez la question à la mauvaise personne. C'est pas à Ruben Amorim de vous répondre par rapport à si c'est difficile ou pas de voir ces 450 personnes se faire licencier. C'est à Omar Beralda de vous répondre dans ce domaine-là. Nous, en tant que fans, ce qui nous intéresse comme question à poser à Ruben Amorim, qu'est-ce que vous avez étudié à l'entraînement? Comment vous voyez le prochain match? Quelles sont les marges de progression? Ce genre de questions, c'est ce genre de questions qu'il faut poser à Ruben Amorim. Ah les gars, quand je vous dis. Je pense que la chose la plus importante est qu'il, c'est-à-dire Dorgu, est très excité d'être ici. Et cela se sent tous les jours. C'est quelque chose dont je suis très heureux. Parce qu'il a compris la chance qu'il a de jouer pour un club comme le nôtre. Oui, mais il ne faut pas que Dorgu se fasse ami-ami avec ces joueurs-là. Parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur que Dorgu chope le virus. Le virus du branleur. Aujourd'hui, c'est un joueur ultra engagé, qui est impressionnant à voir dans le match. C'est le point positif qu'on a en ce moment, c'est de l'observer jouer. Certes, niveau centre, c'est pas encore ça. C'est que il faut qu'il cohésionne bien avec l'équipe pour pouvoir bien servir. Il faut que la machine se lance. Il faut qu'il ajuste son pied. Il faut qu'il s'améliore dans le domaine. Mais une fois qu'il serait lancé, je pense qu'il serait imbattable. C'est un excellent joueur. Franchement, c'est un excellent joueur. L'intensité qu'il met dans un match est impressionnant. Et il le fait depuis le début jusqu'à la fin. C'est ça le pire. Donc, toujours l'éloge de Dorgu. Il joue très bien dans un contexte où c'est très difficile. Il a de la vitesse, de la qualité. Il peut jouer sur les deux côtés, mais il joue à gauche. Je pense qu'il se sent un peu plus libre. Il sera un très bon joueur pour nous aujourd'hui et à l'avenir. Encore une fois, c'est un joueur d'avenir.
Et s'il ne change pas de mentalité, s'il continue sur cette lancée-là, s'il s'améliore sur cette lancée-là, ça sera un monstre dans les 2-3 années qui vont suivre. Ça sera un monstre. On va entendre parler de lui. Moi, je vous le dis, les gars, on tient là une véritable pépite. Et là, Amorim, il revient sur les difficultés à domicile. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je m'attendais à gagner tous les matchs à domicile. Je ne ressens pas de pression. Les supporters sont extraordinaires. Et à chaque fois que vous assistez à un match à Old Trafford, vous ressentez le soutien jusqu'à la fin. C'est un nouveau match. Ça peut être une nouvelle histoire. On espère tous que ça sera le déclic, ce match-là. On espère tous voir Manchester United battre Ipswich et derrière enchaîner les victoires. C'est ce que j'espère. C'est ce que nous, les fans, on espère. C'est comme ça. J'espère vraiment que ça sera le match. Je pense que c'est le même groupe que contre Everton. Il progresse, mais personne n'a récupéré pour le match contre Ipswich. C'est-à-dire que les blessés, ils progressent. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas de retour de blessure dans ce match face à Ipswich. Donc, ça sera forcément le même groupe qu'on a vu face à Everton. C'est-à-dire, on va aussi avoir les jeunes sur le banc comme Obishido, le petit jeune là, malien, Sekou Koné, et etc. Donc, pourquoi pas aussi voir aussi le début de Sekou Koné. Pourquoi pas l'équipe? Nous devons faire confiance aux jeunes de Manchester United. Nous devons vraiment nous concentrer sur la jeunesse dans l'avenir de notre club. Je dis cela en raison de l'histoire et de la réalité de notre club. Voilà. Surtout que je commence à voir Amorim lancer les jeunes. Je commence Obishido au premier match en pro. Il a eu quoi, 2 minutes de jeu, puis il a eu quasiment 20 minutes de jeu, et pourquoi pas une mi-temps de jeu face à Ipswich, voire même titulaire, pourquoi pas. Encore une fois, Obishido, parce que j'ai vu certains d'entre vous sur les réseaux à commencer à dire « Oh, c'est un crack générationnel », et les gars, c'est un jeune. Il faut le laisser le temps de progresser. Il ne faut pas mettre beaucoup de poids sur le joueur. Parce que ces mêmes gars-là, certains gars qui commencent à dire ça, c'était les mêmes gars qui ont dit ça au début de Maino, au début de Garnacho. Et au final, c'est les mêmes gars qui sont en train de critiquer ces jeunes-là au jour d'aujourd'hui. Laissez-le le temps de progresser. Laissez-le le temps. Moi, le premier match, c'est-à-dire face à Everton, parce que ça, je considère ça comme son véritable premier match, parce qu'il est quasiment 20 minutes. J'ai vu un Obishido intéressant dans ses déplacements, dans ses appels. Il n'était pas servi, certes, mais j'ai vu ses déplacements intéressants, tranchants. Et je l'ai vu aussi un peu timide dans ce match-là. Mais il va s'adapter. J'ai confiance à son talent, les gars. C'est un monstre. Voilà. J'ai fait le tour de ce qui est news et interview. Donc, qu'est-ce que j'attends dans ce match face à Ipswich? Déjà, les gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ipswich, c'est le 18e au classement. C'est une équipe 18e, classée 18e au classement. Et Manchester United, on est classé 15e au classement. Donc, c'est clairement duel de points. Il nous faut clairement 2 points pour quitter ces jaunes-là, que ce soit pour les deux équipes. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer Ipswich quand on connaît les difficultés de Manchester United à domicile. On va revenir sur les derniers résultats de Ipswich. Comme je vous l'ai dit, Ipswich, c'est une équipe qui va mal en ce moment. Ils ont perdu face à Tottenham 4-1. Ils ont fait match nul face à Aston Villa 1 partout. Ils ont battu Coventry en FA Cup 4-1. Ils ont perdu face à Southampton 2-1. Ils ont perdu face à Liverpool 4-1 et ils ont perdu face à City 6-0. En fait, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts face aux gros. On a vu ça face à City, face à Liverpool. Mais est-ce que Manchester United va se donner
Parce qu'il faut se donner face à cette équipe-là. Il faut mettre l'engagement, il faut les presser. Si tu arrives vraiment à presser cette équipe-là, à ne pas les faire exister, surtout si tu arrives à gagner les seconds ballons, cette équipe-là, tu peux le tuer facilement. Il pourrait encaisser beaucoup de buts. Mais il faut pas qu'ils existent dans le match. Parce que s'ils existent dans le match via leur possession, ils pourront marquer. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui va bien offensivement. S'ils ont le jeu. Mais si on arrive vraiment à les gêner, comme ils ont fait à Everton, aller chercher la balle haute, mettre l'engagement, gagner les secondes ballons, mettre beaucoup d'intensité, on pourrait les tuer. Donc voilà ce que j'attends dans ce match-là, comme je l'ai dit, beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité, être juste techniquement, aller chercher cette équipe d'Ipswich ultra haute et les faire mal. Je veux voir des dédoublements, des centres. Je ne vais plus parler des centres côté Dorgu, c'est surtout côté Dalot. J'espère vraiment que tu vas centrer. Donc voilà, et je vais revenir sur Onana. Pitié. Quand tu encaisses un tir, ne relance pas la balle dans l'axe. Dévie-le en corner, s'il te plaît. Si tu n'es pas capable de le capter, dévie-le en corner. Face à Tottenham, tu as repoussé la balle dans l'axe. Ça nous a coûté un but. Face à Everton, tu as repoussé la balle dans l'axe. Ça nous a coûté les 2 buts. Voire même potentiellement un 3e s'il y avait le penalty. Donc surtout ne relance pas la balle dans l'axe. L'équipe que Ruben Amorim va potentiellement lancer demain face à Ipswich, c'est celle-là. C'est-à-dire, on va partir sur du Onana dans les cages, ça ne va pas changer, parce qu'avec le blessure de Bayandir, etc., donc voilà. En défense, ce sera Mazraoui, De Ligt, Yoro. Je ne veux pas voir Maguire. Voilà. Dans le milieu, Ugarte, Fernandez. Pourquoi pas Fernandez en 10? Parce que on l'a vu face à Everton, premier mi-temps, Fernandez, il descend très très bas. Je pense qu'il a pris l'habitude maintenant. Donc il faut surtout pas le mettre en 10 parce qu'on va avoir le même cas de figure qu'on a eu face à Everton en première mi-temps. Il faut qu'il joue 8 à côté de Ugarte. Patrick Dorgu, Dalot, les 2 pistons. J'espère vraiment qu'ils vont alimenter l'attaque. Zirkzee, Garnacho et Hollande en attaque. Voilà, c'est l'équipe que je vois venir. Même si j'aurais préféré un Zirkzee, Garnacho et Obishido. Voilà. Pronostic du match. Comme je l'ai dit, si on met vraiment l'intensité et l'engagement, on gagne ce match-là. Et je vois plutôt 2-1 pour Manchester United. Parce que je pense que Ipswich, c'est quand même à notre portée. Quand on a vu qu'ils ont perdu face au dernier qui est Southampton, il n'y a même pas un mois de cela. Et quand on voit aussi que c'est une équipe qui est dans le dur en ce moment. Donc, 2-1 pour Manchester United. L'équipe, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment précis de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.